Bonsoir à tous, bienvenue à TVS, la télévision Shekina, 19h30 ici à Libreville, en 6 octobre 2018, édition d'information sur le social. D'abord, avec l'entrepreneuriat, un secteur d'activité pas facile à cerner, d'autant plus que ce secteur d'activité nécessite la maîtrise de quelques connaissances des notions de gestion, d'où pour ce journal, la multiplication des incubateurs au Gabon pour aider les entrepreneurs, autant pour moi, à atteindre l'objectif maximal en aidant sa clientèle, et du moins c'est le reportage de Fouti Boulanga Mouleki. Depuis la crise pétrolière qui affecte le monde, le Gabon, tentant de résorber la problématique liée au chômage des jeunes, semble porter un regard particulier sur l'entrepreneuriat via ses multiples partenaires économiques qui soutiennent et promeuvent un concept économique qui a fait ses preuves sous d'autres cieux, mais qui semble encore mystérieux dans le commun des Gabonais, la notion d'incubateur, voire de start-up. En effet, un incubateur d'entreprise, autrement appelé un accélérateur de start-up, est une structure d'accompagnement de projets de création d'entreprise. Ainsi, l'incubateur peut apporter un appui en termes d'offres du local, de conseil ou de financement lors de premières étapes de la vie de votre entreprise. On en trouve qui sont parfois spécialisés tels Igabon et Itumba pour le domaine du numérique, alors que d'autres sont généralistes, tels que l'incubateur multisectoriel de Libreville, APJA, JE Gabon, Ogoué Labs et bien d'autres. Ces facilitateurs d'affaires ont pu à ce jour bénéficier de la confiance et du financement de grosses boîtes telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'UNESCO, entre autres. Pour bénéficier d'un accompagnement de ces incubateurs, les entrepreneurs doivent pitcher leurs projets, c'est-à-dire brièvement les présenter devant un jury lors d'un appel à projet. C'est une initiative qui semble porter ses fruits, au point que même une entreprise telle que Total s'y est mise avec le concept Total Incubateur de Start-up pour encourager des entrepreneurs qui pourraient apporter des solutions innovantes aux maux qui minent leur secteur d'activité. Les incubateurs semblent devenir la solution pour booster et encadrer l'entrepreneuriat au point qu'elles se délocalisent aussi à travers tout le pays. Dans cette optique, cet incubateur va être implanté en province dans les domaines des hydrocarbures, du bois, du tourisme et du numérique, entre autres. Une ambition de M. Biendi Maranga Moussavou, ministre des PME, avec l'appui technique de l'incubateur JE Gabon. Comme quoi, l'entrepreneuriat doit être l'affaire de tous. Nous parlons à présent de la problématique de la scolarisation des enfants gauchers dans le processus éducatif au Gabon, notamment dans l'apprentissage de l'écriture, en nous interrogeant sur l'apport des enseignants et même des parents dans ce processus quelque peu difficile. Inès Ngungamombo de la Savane, reportage. Gaucher dans un monde où les trois quarts sont droitiers n'est pas chose aisée. Tout n'est pas adapté pour eux. Un état de fait qui a conduit notre rédaction à s'intéresser à l'apprentissage de l'écriture pour enfants gauchers et l'apport des parents pour éviter de le contrarier. L'âge de la scolarité au Gabon est connu de tous. L'État se doit de mettre en place un processus sur cette catégorie d'enfants, sinon d'élèves. Elle demande plus d'attention de la part non seulement de l'enseignant, mais aussi du parent. L'enfant gaucher n'est pas à égalité pour l'apprentissage de l'écriture ni de la lecture. Un effort supplémentaire doit être redoublé pour passer haut la main l'exercice d'adaptation tant dans l'écriture que la lecture, de gauche à droite, un sens contraire à son sens naturel. C'est pour cela qu'il faut être présent dans son apprentissage pour l'aider à ne point adopter des mauvaises habitudes. Il n'est pas rare de voir les enfants gauchers qui adoptent des habitudes contraires aux droitiers. Les exemples ne manquent pas. Donc, le positionnement dans l'écriture. Pour compenser le sens de l'écriture, voici quelques conseils. Placer l'élève gaucher dans le rang de gauche. Décaler le cahier vers la gauche de 4 à 5 cm et le tout de 15 à 30 degrés vers la droite dans le prolongement de l'avant-bras. Appliquer cette méthode dès la maternelle pour éviter toutes les mauvaises positions pouvant paraître plus tard, comme la torsion du poignet. Acheter des cahiers d'écriture et fournitures scolaires adaptés aux gauchers. Parents, soyez les relais dans l'apprentissage de vos progénitures pour leur plein épanouissement. Élections et activités commerciales connexes, les deux vont ensemble en période électorale. Le cas observé ce matin au centre de vote de Saint-Michel d'Nkembo où les jeunes compatriotes se sont lancés dans l'activité génératrice de revenus. Ephraim Bioguedzo. Le processus électoral en cours au Gabon a réveillé ce matin plusieurs compatriotes jeunes et entrepreneurs
Nombreux se sont lancés dans la restauration pour permettre aux lecteurs de pouvoir s'alimenter correctement sans pour autant déroger à la règle pour laquelle ils sont mobilisés. Et là, vous vendez exceptionnellement quoi comme ça? On va aussi les prix de couleurs. Et avec quoi comme complément? Il y a les bénis, il y a les frites, il y a aussi le pain. Une initiative qui a permis à la population de ne point s'impatienter en consommant des mets cuisinés par d'autres compatriotes qui ont bien voulu se rendre utiles en cette période. Les lecteurs du centre de vote de Saint-Michel ont notamment été gâtés. Plus l'attente était longue, plus on pouvait se requinquer avec les mets cuisinés par d'autres compatriotes qui ont trouvé en cette journée une aubaine de refaire leur chiffre d'affaires. Élections couplées législatives et locales. Le premier tour pour les législatives et le tour unique pour les locales, c'était ce 6 octobre 2018, comme annoncé par les autorités en charge des élections en République gabonaise. On note tout de même une participation timide dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville ce matin. Euphrem Bioguedzo. C'est une participation timide des électeurs qui a été constatée ce jour aux premières heures liées au scrutin dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, où nos équipes de reporters se sont déportées sans heurts. Les files d'attente étaient visibles, de porte à croire que le taux d'abstention risque de frôler une grande partie de l'électorat. Les assurances du président de la commission électorale du 2e arrondissement n'arrangent en rien les anomalies constatées. Oui, on a eu un léger retard, dû un peu au transport, au du carburant. Donc certains véhicules sont arrivés à temps, d'autres non, mais on a pu se mettre en œuvre tout ça, et les véhicules sont arrivés, on a pu transporter tous les spectateurs, on les a L'ouverture des bureaux de vote étant fixée à 7h30, c'est finalement aux alentours de 11h15 que certains bureaux de vote ont dû démarrer les services, comme ici. Les urnes sont transportées par les forces de l'ordre, lesquelles accusent du retard en rapport aux horaires arrêtés. Sur les 16 centres, nous avons déjà fait 14 minutes. Ouais, 14 centres. 14 sur les 16. Voilà. Et la participation, la moyenne, par rapport à l'heure qu'il fait, on est à 11h pratiquement. C'est difficile de vous dire la participation. On va juger la participation de ceux qui viennent voter. Nous constatons, vous et moi nous constatons qu'effectivement il y a des gens qui sont en train de voter. Aujourd'hui, si on peut se féliciter du déroulement de ce scrutin, mais on ne peut se soustraire des carences constatées tant dans l'acquisition et dans l'approvisionnement du matériel électoral. L'actualité à présent hors de nos frontières. En France, la France a ouvert une enquête après la disparition du président chinois d'Interpol. Meng Wanguin vivait à Lyon avec sa famille. Il n'a plus donné de signes de vie depuis son départ de France pour la Chine le 29 septembre dernier. Reportage. Sa famille n'a plus eu de nouvelles de lui depuis le 29 septembre, le jour où le président d'Interpol, Meng Hongwei, a quitté la France pour la Chine, dont il est originaire. Selon le quotidien en langue anglaise de Hong Kong, South China Morning Post, c'est à l'aéroport de Pékin que Meng aurait été emmené pour être interrogé par les autorités chinoises. Une version des faits qui s'aligne sur les investigations du Monde. Selon le quotidien français, Meng serait mis au secret par les autorités dans le cadre d'un règlement de compte interne au pouvoir chinois. Meng a été élu à la tête d'Interpol en 2016. Avant cela, il fut vice-ministre de la sécurité publique en Chine et il y a dirigé le bureau national d'Interpol dans le pays. Basé à Lyon, Interpol permet de favoriser les échanges entre les polices de 192 pays membres grâce à des échanges d'informations sur les passeports notamment. L'organisation policière a déclaré être au courant de la disparition présumée de Meng, précisant que l'affaire concernait les seules autorités compétentes en France et en Chine. Nous restons toujours hors de nos frontières et pour parler à présent de politique, élection présidentielle au Brésil, à la veille du premier tour du scrutin présidentiel, notamment le premier tour, le député d'extrême droite Jair Bolsonaro est crédité de 35% d'intention de vote, soit un gain de 3 points, autant pour moi, comparativement à la précédente enquête d'opinion. Reportage.
Ce matin-là, au cœur de la banlieue de Rio, dans ce rassemblement en faveur de Jair Bolsonaro, le candidat a beau être absent, il est dans tous les esprits. Écoutez, il rentrera dans l'histoire comme le premier président au monde qui gagnera une élection sans faire campagne. C'est nous, le peuple, qui la faisons pour lui. Attaqué au couteau lors d'un bain de foule, l'ultra-conservateur absent des meetings est fidèle à ses propos sulfureux, comme lors de cette dernière entrevue. Je n'accepterai pas d'autre victoire que la mienne. Mais c'est antidémocratique. Le leader d'extrême droite est connu pour ses déclarations choc, défendant la torture employée sous la dictature militaire au pouvoir jusqu'en 1985. Plus récemment, il a tenu des propos jugés machistes et racistes. Aucun risque que mes fils ne sortent avec une noire. Ils ont été bien élevés. Pourtant, dans la foule de ses sympathisants, le candidat attire de plus en plus de jeunes noirs et de femmes. C'est un mythe. Ce sont les médias qui le présentent comme un raciste et un machiste. Mais il n'est rien de tout ça. C'est une théorie de la conspiration contre lui, destinée à faire tomber le seul candidat intègre et honnête. Présenté comme le seul rempart à la corruption qui gangrène son principal adversaire de gauche, c'est son fils Flavio, candidat au Sénat, qui fait jusqu'au bout campagne pour lui. Les gens savent que nous sommes les seuls à pouvoir apporter une différence et changer notre politique aujourd'hui. En prison ou au cimetière, voilà la place des bandits dans notre pays. Un discours tolérance zéro et pro-armes qui attire les nostalgiques de la dictature, comme ce commerçant d'articles militaires. Le port d'armes doit être libéré, car dans toutes les villes où on peut porter des armes librement, le niveau de criminalité est proche de zéro. Ricardo a son candidat jusque dans la peau. Une extrême droite au discours décomplexé. À quelques heures du premier tour, son candidat est en tête de la course. La stratégie semble marcher. Le premier tour de la présidentielle brésilienne, c'est donc demain. Comme nous le disons tout à l'heure, le député de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, est donc crédité de 35% d'intention de vote, soit 3% de gain, comparativement à la précédente enquête d'opinion. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Et pendant ce temps, en Indonésie, une semaine après le séisme qui a dévasté la ville de Palu, les ONG procèdent aujourd'hui, les ONG et les secouristes procèdent aujourd'hui à la collecte des corps des victimes. Reportage. Dans la ville de Palu, dévastée, il y a les secouristes, les héros et les autres, les hommes de l'ombre. Pour ces marines, la mission est simple, ramasser tous les corps de victimes qu'ils peuvent trouver. À l'intérieur de ce sac, celui d'un enfant. On vient de retrouver le corps d'un petit garçon. Il a été entraîné dans la mer et ramené au rivage. La mer ici est devenue synonyme de mort pour beaucoup. Cette femme ne veut plus s'en approcher. Je ne veux pas aller sur la plage, parce que c'était vraiment effrayant cette vague. Comme un monstre qui allait avaler tout le monde. Je suis vraiment traumatisée. Quelques mètres plus loin, en moins de 10 minutes, Louis trouve un autre cadavre dans les décombres cette fois. Pour ses recherches, pas besoin de matériel de détection comme les sauveteurs. La première fois que j'ai extrait un cadavre, j'avais la nausée, c'était horrible. Mais là, depuis une semaine, on le fait tellement souvent que notre nez s'y est habitué. Aujourd'hui, vous avez trouvé combien de corps? 5 le matin, 2 l'après-midi. La procédure est la même pour chaque corps. Il faut ensuite attendre une ambulance. Toutes celles qui passent sont pleines. Les gestes de Dewey semblent mécaniques. Mais sous cet uniforme, il reste un jeune Indonésien de 24 ans. Le plus difficile pour nous, c'est quand les familles sont autour. Lorsqu'on trouve un cadavre et que la famille est là, ça me brise le cœur. Des disparus que ni ces soldats ni la population n'oublieront. Juste ici, au moment du tsunami, plusieurs centaines de personnes étaient présentes pour un festival. Pour ces victimes, ils sont des dizaines à être venus prier en face de la mer. Les survivants tentent de s'approcher un peu plus chaque jour de cette côte. Derrière moi, dans la ville de Palu, il y a les dégâts matériels, mais aussi les blessures morales causées par ce traumatisme.
C'était donc un reportage de nos confrères de la presse internationale, notamment de France 24, sur la collecte des corps en Indonésie, une semaine après le séisme qui a dévasté la ville de Palu. La collecte des victimes se fait donc par les ONG et les secouristes. Nous revenons au pays pour parler à présent d'expression libre. Et la question du jour vous a été posée par Mouskoli Ngonomba et Bertrand Koumili-Kandomba, à savoir que signifie le mot ambidextre. Ah non. Alors là, aucune idée. Aucune idée. Ça ne me revient pas, ça ne me dit rien. Ambidextre. Aucune idée. Aucune idée. Oh, aucune idée, hein. Ambidextre. Aucune idée. Ambidextre, je ne connais pas, papa. Je ne sais rien. Ambidextre. Ah, je parle français, mais je ne connais pas vraiment. Ambidextre. Je ne connais pas trop ce que ça veut signifier. Un ambidextre, A-M-B-I-D-E-X-T-R-E, un ambidextre est une personne qui possède la même aisance de la main gauche et de la main droite. Autrement dit, c'est une personne qui utilise convenablement ses deux mains, quelle que soit la tâche à réaliser. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.